Bonjour tout le monde. Alors on va faire une autre vidéo sur les applications et les ensembles. Seulement ici, on va parler de bijection, application bijective. Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler d'applications bijectives, de Géron F, les applications réciproques, détermination des applications réciproques. Alors, du partie A, de son complémentaire. Alors, on va commencer. Alors, première question, on considère d'abord trois applications. Regardez, l'application F, l'application G et l'application H. Alors, voilà, devant vous les énoncer. On va commencer par la première question. On vous demande de montrer que H est une bijection et déterminer H-1. Alors, c'est quoi H? Alors, on commence par la première question. Vous avez première question, c'est H. Alors, vous avez H. Son ensemble de départ, c'est P de E. L'ensemble d'arrivée, c'est P de E. À X, on fait correspondre X bar. Voilà, alors regardez. Vous avez l'image de X, c'est son complémentaire. Parce que vous avez X bar. Ça y est. Alors, la question, montrez que H est bijectif. Alors, s'il vous plaît, il y a des élèves qui m'ont posé la dernière fois comment montrer qu'une application est surjective. Je vous ai même donné un petit résumé sur les applications surjectives. Ou bien on applique la propriété, c'est-à-dire pour tout Y de l'ensemble d'arrivée, il existe un X de l'ensemble de départ, tel que Y est égal à F de X. Deuxième propriété, c'était par construction. On donne ça comme ça à partir de l'écriture de l'application, c'est-à-dire la forme de l'application, on peut en déduire qu'elle est surjective. Et pour la dernière partie, il suffit seulement de montrer que F de E est égal à F. Bien sûr, avec E, l'ensemble de départ, et F, c'est l'ensemble d'arrivée. Ça va? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une application H définie de P de E vers P de E. Ça y est, et vous avez à chaque X, on fait correspondre son complémentaire. Vous savez que chaque ensemble a un seul complémentaire. On ne peut pas avoir deux complémentaires. Alors, un exemple. Si vous prenez un œuf dur, il y a la coquille, ce qu'on appelle l'ensemble de E, un ensemble, ça y est. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un œuf. L'œuf, c'est quoi l'œuf? Il y a la partie blanche et la partie jaune. Ça y est, la partie blanche, c'est le complémentaire de la partie jaune, et la partie jaune, c'est le complémentaire de la partie blanche. C'est-à-dire, si vous groupez le blanc et le jaune, ça forme l'œuf. Si vous les séparez, on a l'ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection entre le jaune et le blanc. Ça y est, c'est ce qu'on a ici. Donc, par construction, chaque ensemble a une seule partie qui s'appelle son complémentaire. Unique. Alors, dans ce cas, on va montrer maintenant que H est une bijection. Alors, vous avez, quel que soit Y appartenant à P de E. Moi, je parle de P de E, l'ensemble d'arrivée. Alors, ça, c'est Y. Ça y est, quel que soit, tel que Y est égal à H de X bar. H de X. Ça y est? Bon. Alors, comment on montre qu'elle est bijective ou bien qu'elle est surjective? Il suffit seulement de trouver l'antécédent. Si on trouve un antécédent comme ça, elle est surjective. Si l'antécédent est unique, elle est bijective. Vous avez compris? Je répète. Pour montrer qu'une application est bijective, je sais d'après le cours, il suffit seulement de montrer qu'elle est injective et surjective, donc elle est bijective. Mais il y a un cas où, si vous trouvez pour n'importe quel Y de l'ensemble d'arrivée, il existe un X unique de l'ensemble de départ, tel que Y est égal à F de X, elle est bijective. Parce que chaque Y a un seul antécédent, unique. C'est-à-dire, en tant qu'application, chaque X a une image. Ça y est, et par conséquent, elle va être bijective. Alors, on va écrire ça. Vous avez quel que soit n'importe quel Y de l'ensemble d'arrivée, tel que Y est égal à H de X. C'est quoi H de X? Dans ce cas, vous allez avoir, quel que soit Y, vous allez avoir Y égale X bar. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer qu'elle est bijective. Donc, on va essayer de trouver l'unicité de X. Alors, pour trouver l'unicité de X, quel que soit Y appartenant à P de E, si vous appliquez Y bar, qu'est-ce qu'on applique? Qu'est-ce qu'on trouve ici? X bar. Que fait X bar? C'est X. Ceci implique, quel que soit Y appartenant à P de E,
Ça y est, vous allez trouver y bar est égal à x. C'est-à-dire pour n'importe quel y, on lui a trouvé un x. Et ce x est unique. Pourquoi? Parce qu'il représente le complémentaire de y. Et chaque y a un seul complémentaire. Ça va? Donc ceci implique, quel que soit y appartenant à P de E, il existe un unique x appartenant à l'ensemble de départ qui n'est autre que P de E, tel que y est égal à f de x. Voilà. Il y a un seul. Chaque y a une seule partie qui s'appelle son complémentaire. Ça y est, donc chaque y a un seul complémentaire qui ne autre que y bar. Et c'est quoi y bar? C'est x. Tout simplement. Je répète, chaque y a une seule partie qui s'appelle son complémentaire. C'est y bar. Et c'est quoi y bar? C'est x. Donc chaque y a un seul x, unique. Voilà, ça y est. Et quand il y a unicité, ceci implique que H est une bijection. Voilà, bijection de quoi? De P de E vers P de E. Alors pourquoi ici? Alors qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que H elle est bijective par construction, d'après son définition. Ça y est. Et voilà, première question. Maintenant, deuxième question. Déterminer H-1. Qu'est-ce qu'on vient de déterminer? Alors ça, on a montré qu'elle est bijective. On a ici. C'est quoi la bijection? La bijection, la bijection, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit? Tout y dans son arrivée, il existe un unique x dans son départ, tel que vous allez avoir h de x égale à y. Vous êtes d'accord? Donc elle est bijective. Si elle est bijective, donc elle met une application réciproque. Alors, puisque h est bijective, de P de E vers P de E, donc elle admet une application réciproque, admet une application réciproque. H- défini par Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a tout à l'heure écrit? On a trouvé que y est égal à h de x. Ça veut dire quoi? D'une manière très très rapide, c'est-à-dire y est égal à x bar. On a déterminé h moins 1 de y. Ça y est, il suffit seulement d'écrire h moins 1 de x bar. Ça va? Alors ici, vous allez avoir est égal à x. Regardez, h moins 1 de y, parce que y est égal à h de x. Donc h moins 1 de y est égal à x. Mais c'est quoi x? X est égal à y bar. Ceci implique que h moins 1 de y n'est autre que y bar. Regardez, je répète, y est égal à h de x. Vous êtes d'accord? Si vous appliquez h moins 1 de y, ça veut dire ça va être cx. Donc ici, ce n'est pas la peine d'écrire ça. Vous pouvez passer comme ça directement. Vous avez y égal à h de x. Donc h moins 1 de y est égal à x. Mais c'est quoi x? X c'est y bar. C'est-à-dire h moins 1 de y est égal à y bar. Ça veut dire quoi? Que h et h moins 1 ont la même expression. Pourquoi? Parce qu'à quoi est égal à h de x? Je vais écrire ici. À quoi est égal à h de x? Regardez, h de x est égal à x bar. Regardez le départ, la première ligne, la dernière ligne. Vous avez h de x égale à x bar. Et ici, h moins 1 de y est égal à y bar. C'est-à-dire, donc la conclusion, c'est seulement de remplacer y par x, parce que y c'est une variable quelconque. Donc vous allez avoir h moins 1. Donc la conclusion, ça ici la fin. Vous avez h moins 1 d'un ensemble x. Voilà, ça va être x bar. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que les deux ont la même expression. Si vous voulez laisser avec les y, c'est bon. Si vous voulez changer la variable, c'est aussi impec. Ça y est, donc remarquez une chose, h de x égale à x bar, h moins 1 x égale à x bar. Sinon, vous laissez ça. Je vais encadrer les deux sont justes. Alors, dans les deux cas, vous avez h et h moins 1, elles sont égales, elles ont la même expression. Et par conséquent, regardez, h et h moins 1 ont le même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, même expression, et par conséquent, vous allez avoir h est égal à h moins 1.
La même expression, même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée. Alors maintenant, on a terminé avec la fonction h. Maintenant, on va montrer que g rond f est égal à h. Alors, on va commencer la démonstration à partir de g rond f de x et on doit arriver à h. Ça y est, alors on commence. Pour les élèves qui ont des petits problèmes avec le rond, la composée, vous remplacez le rond par des parenthèses. Je vais essayer de faciliter la démonstration. Regardez, vous enlevez le rond, vous le remplacez par des parenthèses. Jusqu'ici, ça va. On est d'accord? Bon. Alors, c'est quoi la fonction f? Regardez, la fonction f, vous avez f de x est égal à a moins x, a bar moins x. Ça va? Très bien. Alors, je remplace. Je vais écrire ici. Vous avez f de x. F de x, voilà, s'écrit sous forme de a moins x, virgule, a bar moins x. Clair? Par rapport à l'application f. Je vais remplacer ici. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici maintenant g, j'aurai les parenthèses et je remplace f de x. Alors, f de x, c'est quoi? C'est a moins x, virgule, a bar moins x. Jusqu'ici, ça va. Très, très bien. Revenez ici, si vous voulez, vers l'énoncé. Regardez, vous avez G, c'est 2P de A vers P de A bar. Tel que, regardez, chaque couple, je travaille maintenant avec l'application G. Chaque couple X, Y, son image par G, c'est l'union. Regardez, c'est l'union. L'union de ces deux variables. Je répète, par rapport pour l'application G. N'importe quel couple x, y, c'est quoi son image par rapport à g? Vous faites l'union de la première variable et de la deuxième variable. Alors, c'est quoi ici la première variable? La première variable, c'est ça. Là, je vais écrire ici le a. Premier intiré. La deuxième variable, c'est celle-ci. Ça y est. Alors, il suffit seulement d'appliquer l'union. Alors, j'applique l'union. Donc, vous allez avoir a moins x, parenthèse, union, a bar moins x. Je crois que je n'ai pas sauté d'étape. Vous avez vu, regardez. Couple x, y, je dis l'union. X, le grand x, le grand y, l'union entre elles. A moins x est égal à a inter x bar. Ça, c'est pour la première partie. Union. Après, vous allez avoir a bar inter x bar. C'est le cours. Le cours sur les ensembles. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? D'après les relations qu'on a vues dans le cours des ensembles, vous cherchez l'ensemble qui se répète deux fois. C'est quoi l'ensemble qui se répète deux fois? C'est x bar. Le voilà. Regardez, d'une manière très très simple. Vous ne pouvez pas séparer la lettre qui se répète deux fois du signe qui est à côté. Vous avez x bar. Ça y est, je vais la mettre ici. Et avec le signe qui est à côté. Donc le signe qui est à côté de x bar, c'est l'intersection. Ça y est, et vous allez mettre x bar ici. Qu'est-ce qui reste? Il reste le A, il reste le A bar. C'est quoi le signe qui reste? C'est l'union. Ici, vous allez faire A, union, A bar. Ça y est, il arrive là, je répète. Le passage d'ici à ici, j'ai appliqué G, c'est l'union. Tout à fait normal. Le passage d'ici à ici, j'ai appliqué les relations sur les ensembles. Et le passage de cette ligne à cette ligne, j'ai appliqué les relations qu'on a vues dans les ensembles. Vous cherchez l'ensemble qui se répète deux fois, c'est x bar, le voilà. Ça y est. Vous cherchez le signe qui est à côté du x bar, c'est l'intersection. Mettez les parenthèses, écrivez le reste. Donc il va rester A, union A bar. Mais c'est quoi A, union A bar? A, union A bar, c'est l'ensemble E. Ça, c'est le cours. Ça, c'est E. Le E, moi, je parle d'une manière globale, c'est-à-dire dans le cas général. Mais c'est quoi A? Alors A, c'est une partie de E. Donc ça marche. Donc c'est E, le grand ensemble inter x bar. Inter x. Ça y est, donc regardez, j'ai mis les couleurs exprès. Ça y est, alors j'ai oublié les égalités. Première, voilà, ça y est. Maintenant, mais E, c'est le grand ensemble. Donc E inter x bar, ça va être x bar. Parce que E contient x bar et x et A ou A bar, tous les ensembles. Ça y est, c'est l'ensemble de départ. Donc qu'est-ce qui va rester? X bar. Mais c'est quoi x bar? X bar, c'est h de x. Et voilà, donc on est parti. On est parti de, alors la démonstration, ici je dois écrire G rond f de x, voilà, et voilà, donc, ça y est, première ligne, j'écris ici c'est quoi f, après j'ai commencé la démonstration. Clair? Très très bien. Alors, donc la conclusion, on est parti de G rond f de grand x, et on est arrivé
Il y a des règles dans le cours de bijection, c'est-à-dire des chemins courts, mais ici on est obligé de passer par l'injection et la surjection. Ça y est, alors c'est quelle question maintenant? Bijectif, G, la troisième. Alors, maintenant on va montrer que G est une application bijective. Est une application bijective. Alors, application bijective, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer d'abord que G est injectif. Voilà, injectif, ça va? Alors, pour montrer que G est injectif, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez l'expression de G. Voilà G injectif. Vous allez prendre deux couples, parce que le départ de G, ce sont des couples. On va prendre un couple X1, YA, un couple X2, Y2. Tel que G de X1, Y1 égale à G de X2, Y2, je dois trouver X1 égale X2, Y1 est égal Y2. Clair et net? Allez, on commence. Alors, soit deux couples, c'est-à-dire deux éléments. Deux éléments, vous allez prendre X1, Y1 et X2, Y2, deux éléments. Deux éléments. Alors, deux éléments de quel ensemble? De P de A, 3 P de A bar. 2 P de A, 3 P de A bar. Attention s'il vous plaît, il n'y a pas d'intersection entre les X et les Y. Les X appartiennent à P de A, les Y appartiennent à P de A bar. Ça y est, alors on commence la démonstration. On part de X, G de X1, Y1 est égal à G de X2, Y2. Jusqu'ici, ça va. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Le premier couple égale le deuxième couple, c'est-à-dire X1 est égal à X2, Y1 est égal à Y2. C'est quoi le couple? Son image parfaite, c'est X union Y. Donc ici, vous allez avoir X1 union Y1 est égal à X2 union Y. Je vais regarder, je prends cette relation, celle-ci, et je vais écrire inter. Attendez, je vais ajouter une autre ligne. Ajouter une autre ligne avant de commencer les démonstrations. Voilà. Vous avez un pic, j'écris la même chose, YA est égal à X2 union Y2. Qu'est-ce que j'ai fait dans la première ligne? Je n'ai que remplacer. Vous voyez? Maintenant, je commence la démonstration. Alors, pour faire, parce que je veux laisser X1 tout seul, pour faire disparaître les Y, il me faut une intersection avec des éléments, parce que les Y appartiennent à A bar. Pour faire disparaître les Y, il faut une intersection avec des éléments de A. Parce que si vous écrivez, si vous appliquez une intersection entre les Y qui appartiennent à A bar avec des X, moi je parle dans le cas général des éléments de A, vous allez trouver l'intersection et vite. Alors, ici j'ai déjà X1. Je vais appliquer avec la relation avec X2. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre toutes cette écriture et je vais écrire inter X2. De tous côtés. Inter X2. Ça y est? Et j'applique le cours sur les ensembles. Vous développez. Qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir X1 inter X2. Première partie. Vous avez union. Et vous allez avoir Y1 inter X2. Voilà. De même, de l'autre côté. Vous allez écrire X2 inter X2. Union. Y2 inter X2. Ici, ça va. D'accord? Très bien. À quoi est égal Y1 inter X2? Voilà, on ne veut pas tomber dans le piège. Le Y appartient, se trouve dans A bar, et le X2 se trouve dans l'ensemble A. S'il vous plaît, ces flèches, s'il vous plaît, c'est pas A, c'est-à-dire Y1 est inclus dans A bar, X2 est inclus dans A. Or, A et A bar, leur intersection est égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire Y inter X, c'est l'ensemble vide. Ça y est, qu'est-ce qui va? De même celle-ci. Le Y2 appartiennent à A bar. Donc je vais écrire appartient, il vaut mieux qu'une flèche. Vous êtes d'accord? Donc ça est inclus, parce que je prends pas P de A, c'est A. Et X2 est inclus dans A. De même, Y2 est inclus dans A bar et X2 est inclus dans A. Et comme ça, on sait qu'il y a l'intersection est vide. Qu'est-ce qui va rester à la fin? Il va rester ici seulement X1 inter X2, union, l'ensemble vide, il n'y a pas d'intersection, est égal à X2 inter X2, c'est X2. Union, l'ensemble vide. Union, l'ensemble vide. Or, un ensemble union, l'ensemble vide, c'est l'ensemble. Parce que l'union, c'est le plus grand ensemble qui l'emporte. Donc ici, qu'est-ce qui va rester? Il va rester X1 inter X2 est égal à X2. Voilà ce qui reste.
Or, si x1 inter x2 est égal à x2, ça veut dire quoi? Que x2 est inclus dans x1. Voilà la première partie de la démonstration. Donc, on a montré que x1, 2 est inclus dans x1. Qu'est-ce qu'il reste à montrer? Il reste à montrer que x1 est inclus dans x2. Si vous pouvez arriver à x1 est inclus dans x2, donc on a l'égalité, x1 est égal à x2. Ça va? Alors, je ne vais pas donner la démonstration, je vais écrire de même. De même. Donc, je ne vais pas refaire la démonstration, de même. Voilà. Je vais écrire la même ligne. Vous avez x1 union y1. Alors, x1 union y1. Voilà. Égale à x2 union y2. x2 union y2. Ça va? Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait inter x2, inter x2. Ici, je vais faire inter x1, inter x1. Ça y est? Donc ici, vous allez mettre inter x1. Parce que tout à l'heure, j'ai fait déjà x2. Ça y est, x1 ici. x1, ici, inter x1. Ça y est? Donc, ce n'est pas la peine de refaire la même démonstration. Dans la dernière ligne, on a trouvé x1, inter x2 égale x2. Donc ici, s'il vous plaît, je vais sauter les étapes. Alors, vous allez faire des lignes. Et ici, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver que x1 inter x2. Tout à l'heure, c'était x2. Maintenant, ça va être x1. Et voilà. Donc, si x1, dans ce cas, vous allez avoir x1 inclus dans. Alors, j'ai laissé cette partie exprès. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a montré tout à l'heure? Que x2 est inclus dans x1. De même, ce n'est pas la peine de refaire la même démonstration. Je vous ai donné les grandes étapes. On a trouvé que x1 inter x2 est égal à x1. Qu'est-ce que ça veut dire? Que x1 est inclus dans x2. Alors, ceci implique que x1 est inclus dans x2. Voilà la deuxième partie. Et voilà qu'est-ce qu'on a montré. On a montré que x2 est inclus dans x1. x1 est inclus dans x2. Ceci implique que x1 est égal à x2. Voilà pour la première partie. Ça y est, de même pour les y. Ça y est, je vais dire seulement la ligne et le résultat. Ça y est, c'est à vous d'écrire ça en détail. De même, si vous avez x1 union y1, x1 union y1 est égal à x2 union y2. Alors, ça y est, et la même chose encore, x1 union y1 est égal à x2 union y2. Ça va? Tout à l'heure, on avait appliqué x2 ici et on a trouvé que x2 est dans x1. Alors, regardez l'ordre. Donc, si vous appliquez ici y2, ça y est, de même ici, y2, qu'est-ce qu'on va obtenir? Et de même ici, on va avoir ya et ici, inter ya. Ça y est, donc il y a des lignes, on va les sauter. Alors, on va trouver maintenant que le résultat final. Alors, ceci implique, alors, ici implique, ici implique. Ça y est. Alors, pour la première ligne, on va obtenir, alors, première ligne, on va obtenir ici y1 inter y2, y1 inter y2, y2 inter y2, ça va être y2. Donc, ici, ça veut dire y2 est inclus dans y1. Voilà la première partie. De même ici, vous allez avoir y1 inter y1, c'est y1, y1 inter y2. Voilà, y1 inter y2, ça va être y1 inter y1, c'est y1. C'est y1. Et vous allez montrer ici que, ici, vous allez avoir y1 est inclus dans y2. Voilà la conclusion. Et par conséquent, et donc je vais écrire ici, ceci implique que y1 est égal à y2. Ça y est, donc on a terminé avec les x et les y, et par conséquent, vous allez avoir le couple x1, y1 est égal au couple x2, y2, et ceci implique que G est injectif. Voilà, et injectif. Et voilà, ça y est, si vous écrivez x1 inter y2, c'est l'ensemble vide. C'est d'accord? Parce que x1 c'est dans A, y2 c'est dans A bar. De même ici, vous allez avoir x2, inter y2 aussi est égal à l'ensemble vide, parce que x2 dans A. Alors maintenant, on reste à montrer que G est surjectif. Alors, G surjectif. Alors, regardez l'expression de G, là voilà.
C'est quoi surjectif? Je vais prendre un élément de P de E qui s'écrit sous forme de X union Y. Vous avez déjà les lettres X, Y. Admettons, je l'appelle grand Z. Ça y est. Alors, pour tout élément Z de P de E, je dois trouver un couple X, Y dans l'ensemble P de A croix P de A bar, tel que G de X, Y égale à Z. Ça y est. Alors, soit Z appartient à P de E, c'est-à-dire l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée tel que vous avez G de X, Y est égal à grand Z. Ça y est. Alors, on a. C'est quoi G de X, Y? C'est X union Y est égal à Z. Deux chemins à prendre. Le premier, je vais écrire X union Y est égal à Z. Ici, vous allez écrire X union Y est égal à Z. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais au début faire une intersection avec A. Exprès. Vous allez voir pourquoi. Et ici, une intersection avec A bar. Voilà, inter A bar. Clair et net? Très bien. Donc, de même, j'ai fait du pierre de couple, les deux à la fois. Parce que dans un couple, vous avez les X et vous avez les Y. Développez s'il vous plaît. N'oubliez pas que Y est inclus dans A bar. C'est-à-dire Y inter A, c'est l'ensemble vide. Y inter A est égal à l'ensemble vide. De même ici, vous avez X est inclus dans A. Ceci implique que X inter A bar est égal à l'ensemble vide. Clair? Qu'est-ce qui va rester dans la première ligne? Alors, dans la première ligne, il va rester que Y inter A. Vous êtes d'accord? Parce que X inter A a disparu. C'est l'ensemble vide. Non, je répète. X c'est de l'autre côté. Y inter A égale l'ensemble vide. Il va rester que X inter A. Donc, la première ligne, il va rester X inter A est égal à Z inter A. Pour la deuxième ligne, vous avez X inter A bar égale l'ensemble vide. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester Y inter A bar. Y inter A bar est égal à Z inter A bar. Jusqu'ici, ça va. Or, vous avez une autre explication. X est inclus dans A. Et de même ici, Y est inclus dans A bar. Vous êtes d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu? Donc, d'une pierre de couple, les deux à la fois, si X est inclus dans A, donc X inter A est égal à X. Donc, ceci implique, vous allez avoir X inter A est égal à X. Et c'est quoi? X, c'est Z inter A. Z inter A. C'est égal à Z inter A. Ça y est? Voilà, inter A. De même, la dernière ligne, vous avez Y est inclus dans A bar. Donc, Y inter A bar est égal à Y. Ici, vous avez Y inter A bar est égal à Y. Et c'est quoi Y inter A bar? C'est Z inter A bar. Conclusion, c'est la fin. Par conséquent, c'est la dernière ligne. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a X égale Z inter A. Et on a trouvé que Y est égal à Z inter A bar. Donc, vous avez, quel que soit Z appartenant à P de E, il existe un couple XY, ça y est, tel que vous avez Z est égal à G de XY. On a trouvé le couple avec quoi? X est égal à quoi? Z inter A. Et le Y est égal à Z inter A bar. Donc, G est surjectif. Donc, G est surjectif. Surjectif. Et si elle est surjective, injective, donc G est bijectif. Donc, G est bijectif. Donc, G est bijectif. Voilà, on a terminé. Et voilà. C'est maintenant la dernière question. On en déduit. La question, on déduit que G est bijectif. Donc, on va déduire que F est aussi bijectif, mais il n'y a pas de démonstration ici. On ne va pas montrer qu'elle est injective ou surjective, mais on a une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? La quatrième question. On a H et G bijectifs. Deux applications bijectives. Ça va? Alors, première condition. Et deuxième condition, on a montré tout à l'heure que G rond F est égal à H. Donc, on a deux indications. Ça y est? Alors, vous avez G bijectif. Donc, G admet une application réciproque. G admet une application réciproque G moins 1. Alors, application
réciproque G moins 1. Ça y est? Très bien. Alors, on commence. Alors, maintenant, on commence le calcul. Vous avez G rond F à quoi est égal? C'est égal à G moins 1 rond G rond F est égal à G moins 1 rond H. Ça, c'est le cours. On a le droit de changer les parenthèses. C'est ce qu'on appelle associativité. Donc, vous allez avoir G moins 1 rond G rond F est égal à G moins 1 rond H. Vous êtes d'accord? Or, c'est quoi G moins 1 rond G? C'est l'identité. Donc, G moins 1 rond G, c'est l'identité. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester que F est égal à G moins 1 rond H. J'ai oublié une chose. G est bijectif, donc j'ai admis l'application réciproque G moins 1 qui est aussi bijectif. Qui est aussi bijectif. Vous avez vu ça dans le cours, bijectif. Donc si l'application est bijective, sa fonction réciproque ou bien l'application réciproque est aussi bijective. Ça y est. Donc conclusion. Alors donc, on a G moins 1 et H sont bijectifs. Et si vous avez deux applications bijectives, donc leur composé aussi une application bijective. Alors bijective, voilà, donc F qui est égal à G moins 1 rond H, c'est ça, et aussi bijectif. Aussi bijectif. Voilà, c'est terminé. On a montré, à partir du fait que G est H bijectif, on a montré que F est aussi bijectif. Maintenant, il reste la dernière partie. Tout à l'heure, on a déterminé H-1. Ici, on a parlé de G-1. Et maintenant, il reste, on doit parler maintenant de F-1. Parce que si elle est bijective, elle admet une application réciproque. Donc, F admet une application réciproque. F-1 défini par. Voilà, défini par. Alors, ils ont demandé de déterminer F-1. Clair? Alors, c'est quoi F-1? Alors, F-1, regardez, vous avez A est égal à F. Alors, on a F est égal, expression de F. F, c'est F. Voilà, F, c'est G moins 1 rond H. Alors, c'est G moins 1 rond H. Alors, si vous voulez calculer F moins 1, à quoi est égal le cours, s'il vous plaît. On applique le cours, je vais écrire ici. Si vous avez G rond F moins 1 est égal à F moins 1 rond G moins 1. Voilà, ça y est. Ici, attendez. Voilà, moins 1 ici. Ça y est, changez les plations. Donc, vous allez avoir G moins 1 rond H. Moins 1, ça va? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne H moins 1, ça va? Rond G moins 1 moins 1. Et c'est quoi la réciproque de la fonction réciproque? C'est G. Voilà, ceci implique que F moins 1 est égal à H moins 1 rond G. Voilà, c'est tout. Et voilà la relation. Voilà. Et maintenant l'expression. Alors l'expression de F moins 1, écrire F moins 1 d'un couple x, y, bien sûr x appartient à P de A et y appartient à P de A bar, est égal à H-1 rond G du couple x, y. C'est ça? Et vous voyez, pour ne pas avoir de problème de calcul, donc vous allez écrire ici H-1 G de x, y. Ça va? Alors, à quoi est égal G de x, y? G de x, y est égal à x union y. Donc, je remplace. Ça donne ici H-1 appliqué, qu'est-ce qu'on a dit? X union Y, ça va jusqu'ici. Alors je laisse les parenthèses rouges, les voilà. Maintenant c'est quoi H-1? Tout à l'heure on a dit que H, si vous vous rappelez, H est égal à H-1. Vous vous rappelez? Donc H de X, son image c'est X bar. Dans ce cas, c'est la dernière ligne. On va obtenir X union Y. Alors, x union y bar, alors x union y, le tout bar. Et maintenant, ça y est, c'est la fin. Donc, vous allez avoir f-1 de x, y. Voilà, est égal, appliqué bar. Qu'est-ce que vous allez obtenir? X bar. L'union, ça devient intersection. Et y bar ici. Et voilà. Alors, maintenant, on va considérer une petite application phi de A.
de P de E vers P de E. AX, on fait correspondre X inter A. S'il vous plaît, avec A inclus dans E. Ça y est? Alors, la question, montrez que cette application, elle va être injective, c'est seulement si A est égal à l'ensemble vide. C'est-à-dire, si A n'est pas égal à l'ensemble vide, je ne sais pas si phi A va être injective ou non, mais ici, vous avez équivalence. Si elle est injective, automatiquement, A est égal à l'ensemble vide. Ça va? Alors, on va voir comment on va résoudre ce problème. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a équivalence, c'est-à-dire on a deux démonstrations à faire ici. On va prendre cette partie, le retour. Le retour, il est plus simple. Ça y est, je commence toujours par le plus simple. Après, on va laisser le reste après. On va partir du fait que A est égal à l'ensemble vide. Ça y est, alors on suppose que A est égal à l'ensemble vide. Alors, montrons que phi A est injectif. Et voilà, ça y est, alors on va montrer qu'elle est injective. Ça y est, alors on commence. Soit je prends x, y appartenant à P de E. Alors, x et y, deux éléments de P de E. Alors, deux éléments de P de E. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va prendre deux éléments x et y de P de E. On va partir, je vais commencer la démonstration à partir de phi A de x est égal à phi A de y. Ça y est. Alors, c'est quoi phi A de x est égal à x union A est égal à y union A. Or, A est égal à l'ensemble vide. Regardez, ceci implique que x union l'ensemble vide est égal à y union l'ensemble vide. Or, à quoi est égal x union? Je vais écrire correctement. Attendez, donc ici implique or A est égal à l'ensemble vide. Ça y est, or A est égal à l'ensemble vide, ça va? Et par conséquent, qu'est-ce qu'on va voir? X union l'ensemble vide égale y union l'ensemble vide implique quoi? C'est la fin, qu'ici il va rester que x est égal à y, et par conséquent, phi de A est injective. Donc phi de A est injective. Voilà, ça c'est pour la première partie. Ça y est, maintenant on va faire le chemin retour. Voilà. Et voilà, maintenant le chemin retour, on va supposer que phi de A est injective. Alors le retour, plutôt l'aller, ça c'était le retour, dans l'aller. Allez, on va supposer que phi de A est injective. Ça y est, alors injective, montrons que quoi? Montrons que A est égal à l'ensemble vide. Vous êtes d'accord? C'est l'aller. On sait que n'importe quel ensemble contient l'ensemble vide, c'est-à-dire l'ensemble vide est que dans A. Il suffit de montrer que A est inclus dans l'ensemble vide. Ça y est, on sait que phi de A est injective. Donc, vous avez, quel que soit, alors si vous avez phi A de x est égal à phi A de y, ceci implique que x est égal à y. Attention, ceci, quel que soit x appartenant à P de E, et j'insiste sur et quel que soit y, et quel que soit y appartenant à P de E. Je répète, A de x est égal à phi A de y. Donc, c'est quoi phi A de x? Phi A de x, c'est x union A. Donc, on a x union A est égal à x union y union A implique que x est égal à y, que x union A est égal à x. Donc, le fait de passer de x inter A à x, donc vous allez avoir x union A est égal à x. Vous êtes d'accord? Et vous avez x, y union A
égal à Y. Mais si on écrit ça, ça veut dire quoi? Ceci implique que A est inclus dans X. Cours sur les ensembles. C'est l'union. Qui l'emporte l'union? C'est le plus grand ensemble. L'intersection, c'est le plus petit. Donc l'intersection, c'est le plus petit, l'union, c'est le plus grand. Clair? Donc ici, vous avez X union A est égal à X. Automatiquement, A est inclus dans X. De même ici, la même chose, vous avez A est inclus dans Y. Mais si A est inclus dans X, je répète, quel que soit X appartenant à P de E, quel que soit X, ici quel que soit Y appartenant à P de E, c'est-à-dire de la plus petite partie de P de E jusqu'à la plus grande. Or, l'ensemble vide est un élément de P de E, donc lui aussi vérifie la relation. Or, l'ensemble vide appartient à P de E. Oui ou non? Donc si l'ensemble vide appartient à P de E, il vérifie la relation. Ceci implique que A est inclus dans l'ensemble vide. Voilà. Ça y est, je répète, cette relation est vraie pour n'importe quel X, Y de P de E, n'importe quel élément de P de E. Et tout le monde sait que P de E, la plus petite partie, ou bien le plus petit sous-ensemble de E, ou bien le plus petit élément de P de E, c'est l'ensemble vide. Et par conséquent, or, l'ensemble vide appartient à P de E, et par conséquent, A est inclus dans l'ensemble vide. Alors, on est parti de quoi? Du fait, alors, on sait déjà que l'ensemble vide est inclus dans A. Ici, A est inclus dans l'ensemble vide, et par conséquent, vous avez A est inclus dans l'ensemble vide. Et voilà. Et la fin de la démonstration. Et voilà. Ça va? Et par conséquent, si vide est injectif, donc A est égal à l'ensemble vide. Ça va? Alors, on a terminé l'exercice. Merci beaucoup, et à la prochaine.